Tout d'abord, merci Fabien pour ces mots de présentation. Alors j'ai envie de les compléter. C'est vrai que je suis universitaire à l'Institut catholique de Paris, où j'enseigne l'histoire du goût, qui est ma spécialité, c'est-à-dire celle de comprendre les comportements alimentaires. Mais je suis aussi professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Henri Martin de Saint-Quentin dans l'Aisne, pour lequel j'ai une grande affection et j'ai envie de dire auquel je dédie ce premier cours de l'EPAM dans le sens qui a été précisé par Fabien, c'est-à-dire dans le sens des universités populaires de Caen. Il ne s'agit pas pour Amiens de faire du normand picard, d'avoir notre spécificité, mais c'est l'esprit qu'on voudrait ici retrouver. Et cet esprit, ce n'est pas tout à fait des conférences, ce sont des cours décalés. Et j'ai profité de l'occasion pour traiter de la question de la guerre froide à travers les finales des jeux d'échecs. Alors je vais essayer de vous le montrer. On va parler de guerre froide, on va parler de guerre, on va parler de violence, on va parler de mort, on va parler de corruption, on va parler de menaces, on va parler d'espionnage. Et tout ceci, finalement, dans un cadre classique de guerre, ça ne choquerait personne, mais ici, on va en parler à travers des finales sportives, des finales d'échecs qui ont marqué l'histoire des relations internationales de 1945 à nos jours. On aurait pu partir plus en amont, mais le temps nous est évidemment ici compté. Je voudrais tout de suite préciser pourquoi les échecs sont un prisme spécifique, particulier, à travers lequel on peut lire une histoire politique, lire une histoire de la guerre. Parce que dès l'origine, sans remonter à la période indienne, dès l'origine, les jeux d'échecs sont un jeu de guerre, un jeu de rapport de force, qui nécessite stratégie et tactique au sens premier du terme. Et, pour faire très vite, dès le Xe siècle après Jésus-Christ, ce jeu passe, bon gré mal gré, à l'Occident par la filière du monde arabe et se répand dans toute la société médiévale. Dès lors, le jeu d'échecs va connaître quelques modifications pour s'adapter à la société féodo-vassalique qui est en train de s'élaborer en Occident. Mais cet aspect de rapport de force, de rapport politique, ne le quitte jamais. Et à ce titre, lorsque nous regardons aujourd'hui un jeu d'échecs, on est frappé par ces pièces qui ressemblent à... qui donnent l'impression, en fait, de concerner les attributs d'une ville médiévale du XIIe, XIIIe siècle, avec ses tours, ses cavaliers, son roi, sa reine, son fou, etc., etc. Donc, on a là, à travers cette représentation, l'image d'une société qui se construit. Et je crois, dès le XIIe siècle, on a quelque chose ici d'extrêmement intéressant, c'est que les jeux d'échecs sont plus qu'un jeu. Ils représentent, en quelque sorte, la société dans laquelle, ou plutôt, qui s'en trouve être une métonymie. Métonymie, on le verra, des rapports politiques. Globalement, je passe très vite, mais à la Renaissance, les règles changent pour adopter celles que nous connaissons aujourd'hui. Pour faire simple, le jeu devient plus rapide. Et des tournois, d'ailleurs, commencent à être organisés, et on a même, déjà, bien avant la période contemporaine, des champions, comme Philidor au XVIIIe siècle, qui deviennent des champions que l'on vient admirer. Philidor étant celui qui, à notre connaissance, en tout cas en Occident, est le premier à avoir donné aux pions, ceux qui se trouvent en première ligne sur le jeu d'échecs, une importance fondamentale. Donc, jeu de guerre qui devient très rapidement un jeu idéologique. Et c'est ça qui va nous retenir aujourd'hui. Un jeu idéologique, dès 1917, ce jeu d'échecs devient l'apanage d'une école, qu'on va bientôt appeler l'école soviétique, c'est-à-dire celle de l'URSS. Ça ne veut pas dire que ce jeu n'existait pas auparavant dans le monde russe, et on assiste d'ailleurs là à un des paradoxes de l'histoire des jeux d'échecs, c'est que le jeu d'échecs était connu pour être pratiqué dans l'élite russe, élite nobiliaire, bourgeoise, et voilà ce jeu bourgeois qui va se travestir, qui va glisser petit à petit vers une représentation plus populaire, au point d'en devenir l'une des figures du modèle idéologique communiste de l'après-Première Guerre mondiale. On est toujours frappé par le fait qu'on trouvera beaucoup d'études sur les Jeux olympiques et la politique.
Beaucoup d'études maintenant, depuis une dizaine d'années, sur le football et la politique. Beaucoup moins sur les jeux d'échecs. On a des travaux de Daniel Johnson, qui travaillait sur le ratio international sur les jeux d'échecs. Et puis, puisqu'on parlait de l'EPAM, en tant que spécificité locale aminoise, on a un jeune, que je citais, Robin Vinceau, qui a fait un travail universitaire sur les jeux d'échecs et la Première Guerre mondiale. Et à ma connaissance, localement, c'est à peu près tout. Il montre d'ailleurs très bien que les jeux d'échecs sont plus qu'un jeu. Ils sont en temps de paix un jeu en quelque sorte de paix, mais en temps de guerre, ils deviennent un jeu qui illustre des rapports de force. Comme je l'ai dit, il faut tourner notre regard vers l'Union soviétique. Et puis, après tout, la guerre froide va surtout s'articuler dans leur rapport aux États-Unis. Le premier personnage qui donne son importance au jeu d'échecs comme matière politique, c'est ça qui m'intéresse, c'est Krylenko. Krylenko, qui était un des rares à avoir le privilège de jouer avec Lénine, mais pas jouer avec n'importe qui, il voit dans ces jeux d'échecs la culture intellectuelle, c'est-à-dire le socle idéologique de ce que doit être le communisme. Dès 1924, ils fondent donc une intersyndicale qui est la première connue au monde. La même année, vous avez une fédération internationale des échecs qui se met en place, la FIDE, sur laquelle on va revenir très souvent. Et tout de suite, les soviétiques se méfient. Ils vont créer leur propre championnat, et là aussi c'est intéressant, pour anticiper un peu notre sujet, ils y calquent leur politique, c'est-à-dire cette idée, au contraire, à rebours de Trotsky, cette idée qu'il faut d'abord bâtir le communisme en Union soviétique avant de l'étendre, et il faut bâtir une école soviétique, une école d'échecs, avant de se confronter aux champions du monde. Et je le cite, je cite donc notre fondateur de ces jeux d'échecs russes, il dit « Non seulement les organisations des échecs russes ne sont pas neutres sur le plan politique, la phrase est intéressante, mais elles sont fermement engagées dans le programme de la lutte des classes. » Voilà un jeu qui devient l'organe de, vous le voyez, la lutte des classes. Et globalement, jusqu'en 1945, à quelques exceptions près, les Russes refusent de participer aux tournois internationaux. Ils vont fonder la revue 64, du nom, évidemment, et du nombre de cases qui se trouvent sur le jeu, pour, je le cite encore, promouvoir la vision socialiste des échecs. Et il va même très loin, ça a quand même peine à penser que ça puisse se passer dans un autre pays, il inscrit la politique des échecs dans le plan quinquennal, dans la NEP, qu'on a eu pour habitude de réduire uniquement à ses dimensions industrielles et agricoles. Bien, il y avait aussi les échecs. Bon, Krylenko connaîtra le sort de tous ceux qui ont voulu prendre beaucoup d'initiatives en Union soviétique. Il sera victime des purges et lorsqu'on dit, d'ailleurs, le rapport du procès Krylenko, il est accusé de s'être trop préoccupé des échecs. Bon. Peu importe, il sera réhabilité d'ailleurs plus tard sous Brejnev. Vous avez, si vous allez aujourd'hui à Moscou, un mémorial Krylenko. Je crois même qu'il y a toujours un tournoi annuel junior qui doit s'appeler Krylenko. Jeu de guerre, jeu idéologique, et je terminerai, jeu géopolitique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On le sait, et je l'ai dit tout à l'heure, on a énormément de lectures possibles à travers des compétitions sportives qui ont pu illustrer la guerre froide. Les Jeux Olympiques sont assez connus, et lorsque Valéry Borzov prend la médaille d'or, qui était l'apanage des Américains, par exemple, aux 100 mètres olympiques, l'URSS en fait évidemment tout un plat. Lorsque, pour la première fois dans l'histoire, les Russes vont battre, alors au terme d'un match compliqué avec un panier qui est assez contesté, vont battre les Américains au basket, durant la guerre froide, ils en font aussi évidemment état. Même chose en hockey sur glace dans un célèbre affrontement entre l'Union soviétique et le Canada. Plus tard, on parlera de la diplomatie du ping-pong entre les États-Unis et la Chine. Et pour une date beaucoup plus récente, on a parlé pendant longtemps de la diplomatie du cricket entre l'Inde et le Pakistan. C'est-à-dire que le sport peut être investi d'une dimension idéologique et politique relativement forte. Je crois que c'est sans commune mesure avec les échecs. Les échecs ont quelque chose de plus. C'est pour les communistes d'Union soviétique à la fois un sport, mais surtout une arme idéologique. C'est un sport d'ailleurs qui n'a pas eu de validation olympique, c'est le seul, je reviendrai à la rigueur en conclusion,
sur ce plan-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on regarde la période de la guerre froide, eh bien, on a des combats qui correspondent à des tournures de la guerre froide. On va le voir dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment, j'insisterai sur le fameux tournant de 72, lorsque pour la première et la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, un Américain va remporter le titre de champion du monde et détrôner 30 ans de suprématie soviétique, on le verra, le fameux Bobby Fischer contre Boris Spassky. Alors, toujours drôle d'ailleurs de regarder les noms des joueurs d'échecs, ils ont tous des surnoms, un peu comme les boxeurs. Alors, on avait Tal, qui était le magicien de Riga, Fischer, le Kid, ou le sale gosse de Brooklyn, Spassky, le Sphinx de Leningrad, Korchnoi, le lion aussi de Leningrad, Kasparov, l'ogre de Bakou, etc. etc. Donc, vous voyez, il y a une espèce de personnalisation des finales des jeux d'échecs qui va s'en retrouver sur le plan politique. Et clairement, ce jeu a toujours été politisé parce qu'il a bénéficié ici du soutien de l'État. Les jeux d'échecs, on va le voir, vont confiner à l'obsession. Tout à l'heure, j'employais des mots forts. J'ai parlé de tentative d'empoisonnement, de corruption, mais on va même jusqu'à utiliser des médecins pour hypnotiser l'adversaire. Je vous raconterai dans certaines finales, on a vraiment l'impression là que c'est le sort du monde qui se joue. Peut-être pas le sort du monde, mais en tout cas au moins un certain profil idéologique, une certaine, en quelque sorte, notoriété. Si les échecs ont nourri des pensées idéologiques, ont nourri des champions qui vont incarner cette idéologie, et on le verra, les échecs ont aussi sécrété le contre-coup, c'est-à-dire des dissidents. J'ai cité Bobby Fischer, je parlerai aussi du cas de Victor Korchnoi. Alors, je vous propose donc de suivre, en fait, chronologiquement, quelques étapes, quelques tournants de cette guerre froide à travers les échecs. Moi, le premier qui me frappe, c'est 1945. 1945, les Russes souhaitent absolument, cette fois, participer à la compétition internationale et proposent à la FIDE, la fameuse Fédération internationale des échecs, d'organiser une finale qui serait un peu une finale de réconciliation post-guerre. Et je trouve que cette finale est tout à fait emblématique du chemin qu'est en train de prendre les relations internationales après-guerre. On n'est pas encore vraiment dans la guerre froide. On est en 1945. Je pense, on peut mettre en lien une scène du film L'étoffe des héros de Kaufman, qui montre très bien, lorsque la première fois le mur du son est franchi par un Américain, le journaliste américain va appeler son collègue de la Pravda pour lui annoncer la nouvelle, et à ce moment-là, un agent secret américain, pas encore la CIA, raccroche le téléphone devant le journaliste et qui est interloqué, dit pourquoi ce sont nos alliés, nous sommes avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'agent secret lui répond non, plus maintenant. On est déjà dans cette guerre sourde qui va naître entre les deux géants. Sur les échecs, c'est la même chose. Ils organisent une compétition qui se veut pacifique. En fait, ils veulent déjà asseoir leur domination et en quelque sorte la suprématie de l'homo soviéticus sur l'homo capitalismus, en quelque sorte. On va organiser donc une compétition et évidemment, il y a une fédération avec des règles. La règle est claire, le champion du monde, comme le boxe, remet en jeu son titre. Et là, le problème, c'est que les Russes vont chercher le dernier champion du monde. Et le dernier champion du monde, il s'appelle Alexandre Alekhine. Il a remporté très jeune son premier titre, en pleine guerre civile, en 1919. Il est décoré de toute une série de médailles par les autorités soviétiques, mais voilà, il commet un crime aux yeux des Russes. Il trouve finalement que l'air du pays n'est pas très bon et il s'enfuit. Il devient donc un Russe émigré dans les années 20 et il se compromet durant la Seconde Guerre mondiale à écrire des articles dans des revues peu recommandables. Bon, on lui reproche aussi d'avoir participé à des tournois organisés par les occupants. Si bien que les communistes ne peuvent plus faire d'Alekhine leur champion. C'est quand même délicat, voilà, un homme qui s'est, à leurs yeux, largement compromis. Ils vont trouver une parade. Ils vont organiser une compétition. Vous voyez, on est dans la période de pacification, mais déjà de compétition entre Russes et Américains. On prend les meilleurs Américains, on prend les meilleurs Russes, et ils vont s'affronter. Ils s'affrontent, d'ailleurs, ils ne se rencontrent pas, ils s'affrontent par câble. Bon, comme plus tard, on verra, à cause du boycott sur Cuba,
certains s'affronteront par telex. Bon. Là, ils s'affrontent par CAL. Et les Américains qui ont mal préparé la compétition, qui ne connaissent pas les joueurs, sauf Botvinnik, un jeune, brillant joueur russe, qui a eu son premier titre à 14 ans. Botvinnik, c'est un peu le premier prodige de l'histoire des jeux d'échecs. C'est le seul d'ailleurs qui représente l'URSS à l'étranger, qui a le droit d'aller représenter dans les tournois à l'étranger l'URSS. Botvinnik, c'est le champion russe. Et les Américains sont battus. Ils ne sont pas battus, ils sont écrasés. Quelque chose comme 11 points d'écart sur 20 parties. C'est une vraie déroute. Les Américains auront du mal à se remettre de cette défaite. Le meilleur, c'est Botvinnik, et donc il gagne le droit d'affronter le fameux Alexandre Alekhine. Le problème, c'est que, évidemment, la rencontre Alekhine-Botvinnik fait peur, et cette finale tant attendue entre le russe blanc et le représentant du pouvoir communiste, eh bien, n'aura jamais lieu. Alekhine meurt au Portugal le 26 mars 1946, le 24 mars 1946, dans des conditions troubles, en tout cas non élucidées. On a parlé de la piste du KGB, je ne sais pas plus. Ce qu'on sait simplement, c'est que ça arrangeait bien les Russes d'avoir un champion pur jus. Botvinnik, désormais, est leur champion par défaut, en quelque sorte. 3 ans plus tard, prendre ça comme deuxième tournant, 3 ans plus tard, évidemment, les Russes veulent réorganiser une vraie compétition. Ils estiment qu'il n'y a pas eu de finale, et donc ils veulent vraiment adouber leur champion Botvinnik. Donc la FIDE va réorganiser une compétition. Cette fois, la guerre froide a commencé. Et là, cette fois, de plein pied. Il y a eu la crise de Prague, la crise de Berlin, donc les tensions, les blocs, en quelque sorte, sont constitués. Le climat n'est plus le même. Le climat n'est plus le même, même si la compétition avec les Américains est mise un peu de côté, car les Américains se sont mis tout seuls hors jeu dans cette affaire. Il n'empêche que l'affaire de 1948 est révélatrice des tensions qui naissent déjà au sein du bloc communiste. On va organiser au printemps 1948 une compétition, on prend les 6 meilleurs, on prend bien soin d'écarter un Argentin qui s'appelle Miguel Najdorf. Alors, pour les spécialistes des jeux d'échecs, il a donné son nom à un célèbre coup. Et lui, on l'écarte, pas parce qu'il est d'origine polonaise, sa famille a péri dans les camps nazis. Et puis, il a eu surtout le malheur de battre déjà Botvinnik. Donc, les Russes ne prennent pas de risque. Ils influencent la FIDE pour qu'on mette de côté Najdorf. Et si bien que Botvinnik va remporter sans problème le tournoi face à 5 autres représentants du monde russe. Il y avait un Américain dans le lot, mais qui fait chou blanc, en tout cas qui est d'origine polonaise et qui est parti aux États-Unis. Et le seul vrai candidat qu'il a contre lui, c'est Smyslov. Je reviendrai sur Smyslov. Smyslov, c'est très intéressant. C'est le candidat préféré du pouvoir, parce que c'est un russe pur souche, c'est un stalinien pur jus, mais Smyslov est encore jeune dans la compétition. On préfère miser sur Botvinnik. Botvinnik, lui, a quelques défauts au regard de Staline. Nous sommes dans les années 48-50. C'est la grande phase antisémite, la deuxième grande phase antisémite, les grandes purges antisémites que mène Staline, jusqu'au fameux complot des Nuits Blanches. Or, Botvinnik est non seulement d'origine arménienne, mais d'origine juive. Bon. Et le pouvoir soviétique fait un passe dessus et se dit on va viser l'efficacité. Après tout, Botvinnik est très docile. Il nous rendra de grands services. Botvinnik gagne, et à partir de la victoire de Botvinnik en 1948, il devient champion du monde. Plus jamais un autre champion du monde ne sera autre que soviétique. C'est le début de ce qu'on appelle la véritable école soviétique. La Pravda, le lendemain de la victoire de Botvinnik, dit la brillante victoire de Botvinnik est une victoire de notre culture socialiste. Est une victoire de notre culture socialiste, culture dont les échecs font partie intégrante. Staline va même se fendre d'un mot de remerciement à Botvinnik. C'est dire, vous le comprenez bien, que la partie d'échecs est devenue autre chose qu'un jeu. Elle est devenue un théâtre d'affrontement extrême, un théâtre d'affirmation de la suprématie de l'idéologie soviétique sur l'idéologie américaine. Alors l'école soviétique, je passe rapidement, se met en place, rapidement 1 million de licenciés, on joue partout dans les usines, dans les campagnes, il y a des cours obligatoires.
On va encadrer les jeunes dans les écoles de pionniers, qui sont des pépinières, pour repérer les futurs prodiges, avec une discipline extraordinaire. Une anecdote assez frappante, c'est que dans ces années-là, un jeune qui trouvait une parade ou qui trouvait une ouverture originale n'avait pas le droit de l'utiliser en partie officielle sans en avoir parlé au cadre du régime. C'est-à-dire que tout était extrêmement structuré. Le résultat, en tout cas, est spectaculaire. Les Russes assurent une suprématie pendant à peu près 20 ans. Alors, je ne vais pas tous les citer. J'ai parlé de Botvinnik. On a également Smyslov, le russe, au milieu des années 50. Un personnage comme Mikhail Tal, TAL, qui, lui, innove aussi dans la compétition sportive en sacrifiant les pièces principales de son jeu d'échecs, ce qui correspond d'ailleurs à une stratégie que l'on considère d'offensive, à un moment où d'ailleurs les relations américano-soviétiques se crispent. Ça correspond aussi à cette offensive qui est menée partout dans le monde par le camp communiste. C'est déjà l'époque d'ailleurs des premières accusations de tricherie. Les Américains accusent les Russes, enfin, trouvent des scientifiques pour accuser les Russes en fait, de tricher. On parle dès la finale de 1959 de manipulation des adversaires par hypnose. Et donc on accuse Tal de regarder avec insistance ses adversaires pour les pousser à la faute. C'est bien quand la finale est célèbre face au Hongrois Benko, qui avait mis des lunettes de soleil pour éviter cette hypnose. Tal s'est permis une saillie en mettant de grosses lunettes noires qui au moins fait rire le public. Enfin, c'est pour dire quand même que le climat n'est pas en train de s'alourdir, mais on sent que le jeu est extrêmement sérieux. Tal va même jusqu'à commettre le crime de la majesté, et il bat le champion du monde, Botvinnik, alors que les Russes ont, et là aussi c'est très politique, ont largement infiltré la FIDE, ont changé les règles et ont instauré l'idée que désormais le champion en titre n'aurait à affronter que le vainqueur d'une longue série, qui se sera évidemment épuisé au jeu peu de temps auparavant, et surtout obtiendra la victoire, soit parce qu'il gagne au terme de 24 parties, soit en cas d'égalité. 12-12, et le champion sortant est reconduit. Quand on sait que ce qu'on appelle la pratique de la nulle, la pratique de l'égalité en jeu d'échecs, va devenir de plus en plus courant, c'est un avantage évident pour le sortant. On a compris que les Russes avaient décidé de, en quelque sorte, monopoliser cette victoire. Botvinnik, donc, est quasiment assuré de gagner depuis 1948 tous ses matchs, et en 1960, il est battu par ce jeune Tal. Et à ce moment-là, la FIDE crée une parade, elle crée le droit à la revanche. Le champion, donc, vous voyez déjà beaucoup d'avantages pour conserver son titre, mais si jamais il perd une partie, il a le droit, en moins d'un an, d'avoir une revanche. Et Botvinnik, qui est un homme extrêmement appliqué, extrêmement méthodique, va analyser le jeu de Tal, qui lui est plutôt un bon vivant, c'est un fumeur, quelqu'un qui boit, voilà, qui s'entraîne peu. Et le résultat, du coup, est sans surprise, un an après, Botvinnik profite des failles de Tal pour lui reprendre le titre qu'il avait perdu. Tal est resté, en quelque sorte, au sommet seulement un an. Bon, il faut aussi ajouter que Tal souffrait de maladies, à la fois de maladies congénitales, et puis il n'avait que 3 doigts, une main, ce qui ne se voyait pas à la vidéo. Les Russes prenaient bien soin de ne jamais filmer la main qui dépassait le genou pour ne pas montrer l'infirmité. Le soldat soviétique ne peut pas être infirme dans la compétition qui l'oppose évidemment à l'idéologie américaine. Et il avait ensuite en plus un problème rénal et il a dû être opéré juste avant la finale, qu'il a faite d'ailleurs dans un état grippin. Bon. Botvinnik l'écrasera donc lors de cette finale. On en a d'autres, Petrosian par exemple, qui comme son nom l'indique, d'origine arménienne, un homme d'une intelligence, comme les autres d'ailleurs, absolument hors du commun, capable d'aligner des positions très longtemps à l'avance, alors qu'un joueur, un bon, n'est capable d'anticiper que quelques lignes de position avant de jouer le coup. Lui était capable de le faire très, très longtemps à l'avance. Il sera champion de l'Union soviétique en 1959 et il affronte
j'y reviendrai, le fameux Bobby Fischer, lors d'un tournoi à Cuba sur lequel je reviendrai. Petrosian va battre Botvinnik. Donc vous voyez que le règne de Botvinnik est en train de faiblir. Petrosian a 34 ans lorsqu'il bat Botvinnik, qui a 52 ans. Quand on sait que le jeu d'échecs est un jeu qui exige une extraordinaire tension sportive, psychologique, ceci peut expliquer cela. La FIDE a décidé entre-temps de supprimer le droit à la revanche, qu'elle va remettre curieusement un peu plus tard. Et Botvinnik, vexé, va se retirer du monde des échecs. Le troisième temps, c'est 1972. Et j'ai envie de dire, c'est le tournant dans l'histoire des échecs, qui correspond à un tournant également dans l'histoire de la guerre froide. C'est le moment où Russes et Américains, qui sont en tension permanente, voient émerger l'allié ou l'adversaire, certains Chinois. C'est le retournement des États-Unis du côté de la Chine. Et le milieu des années 70, c'est un milieu de bouillonnement sur le plan des relations internationales. Alors que les États-Unis avaient quitté le champ, on dit, du sommet des échecs depuis 1948, voilà qu'un personnage va changer la donne. C'est Bobby Fischer. Bobby Fischer, donc, qui a fait l'objet de nombreuses biographies, qui est maintenant un personnage connu, qui est décédé en janvier 2008 dans des conditions qui résument à lui seul sa vie. C'est un homme qui sera champion du monde pour les États-Unis, condamné par son propre pays pour infraction à l'embargo, j'y reviendrai, en 1992. Personnage fantasque, comme tous ces génies, c'est-à-dire un homme contrarié, capricieux. Il remporte son premier tournoi à 14 ans. En 56, donc 1956, il remporte le championnat des États-Unis. En 57, il est le plus jeune grand maître d'échecs de son époque. Il a 15 ans. 15 ans. Et il remporte 8 championnats américains. C'est un personnage qui s'ennuie profondément à l'école, qui joue aux échecs à l'école. Beaucoup de ses camarades rapportent que lorsque le professeur lui saisit le jeu d'échecs, il continue la partie dans sa tête. Quelqu'un qui devient obsessionnel dans sa relation aux parties d'échecs, si bien même d'ailleurs qu'il est en rupture familiale. Avec sa mère, ça se passe extrêmement mal. Elle quitte le foyer, si bien qu'il s'installe chez lui. Il organise en fait dans ces 3 chambres 3 lieux de répétition, d'entraînement, de stratégie. Il ne pense plus qu'à cela. Certains spécialistes considèrent qu'il consacre 90% de son univers mental au jeu d'échecs, alors que la plupart des gens moyens en consacrent 2%. Ce qui veut dire aussi qu'il a une vie sociale très contrariée. C'est un homme qui sait qu'il est bon et qui sait de toute façon qu'on le veut dans les tournois. Donc il va jouer beaucoup les divas, il impose la nature des éclairages, la couleur des sièges, est capable de partir en plein milieu d'un tournoi parce que les horaires ne lui conviennent pas. Il adhère à une secte fondamentaliste, chrétienne, anticommuniste, qui lui impose de faire le sabbat. Donc c'est bien qu'il y a un tournoi qui a lieu un vendredi. Il quitte le tournoi en plein milieu parce qu'il n'a pas le droit de jouer le soir. Bon, voilà, c'est un personnage fantastique. C'est à la fois un personnage, comme j'ai dit, contrarié, puis c'est aussi un rebelle. En 1965, les États-Unis refusent, vous le savez, à tout ressortissant américain les visas pour aller à Cuba. Il y a ce fameux tournoi de Cuba, qu'à cela ne tienne, je le ferai, mais par Telex. Et il va jouer contre les Russes à la. Finalement, Bobby Fischer se rend compte qu'il est tellement persuadé qu'il est le meilleur, peut-être sans doute le meilleur joueur d'échecs au monde à ce moment-là, et Kissinger, à l'époque, qui est secrétaire de Nixon, arrive à le convaincre d'aller jouer la finale du championnat. Et si finalement, cet esprit contrarié, on arrivait à le transformer en arme de guerre américaine, et si on arrivait à détrôner les Russes. Fischer accepte, mais dit il faut changer les règles de la FIDE. Je refuse les règles qui ont été imposées depuis les années 50. Les règles sont trop opaques, elles favorisent les joueurs soviétiques, comme je l'ai dit. Et par 2 fois, en 63, en 67, il claque la porte de la compétition. 67, c'est extraordinaire. Il est en Tunisie, à Sousse. Il domine largement la partie. Il refuse de jouer 4 fois d'affilée contre des joueurs soviétiques, prétextant que les règles ne sont pas nettes, et il s'en va.
Bon, finalement, ces arguments vont toucher la fille, qui va changer les règles, qui va les rendre moins obscures et permettre à un non-soviétique de gagner. Il boude encore le monde des échecs pendant 2 ans. C'est Fischer. Il a obtenu ce qu'il voulait, mais c'est un homme qui veut toujours obtenir plus. Certains sont même allés dans la psychologie, psychanalyse, en disant est-ce que Fischer, ce savait brillant, n'avait pas en fait qu'une obsession, c'était de perdre. Et que la crainte de la défaite, c'est-à-dire la crainte de détruire ce qui le construisait, le poussait à mettre de telles conditions que dès qu'il sentait qu'il avait un adversaire qui pouvait être redoutable, il fallait provoquer un caprice géant pour se faire exclure des compétitions. Enfin, toujours est-il qu'en 1970, il décide de rentrer dans la compétition, il balaye tous ses adversaires, et là, tout d'un coup, là, on voit évidemment que c'est un jeu politique, les Américains prennent conscience de son potentiel et vont l'aider financièrement. Face à lui, il va avoir un nouveau champion russe, Boris Spassky. Ce Boris Spassky, lui, comme tous ses prédécesseurs champions russes, est un homme qui joue peu, qui participe très peu au championnat russe, si bien que le Bobby Fischer va exploiter évidemment cette faille pour essayer de le battre. 1970, c'est aussi l'année, vous savez peut-être, où on va créer le premier classement, le classement Elo. Le classement Elo, un classement intéressant, c'était un classement qui était fait par un mathématicien américain qui l'a proposé à la Fédération mondiale de tennis, qui l'a refusé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'ATP pour le tennis, et finalement Elo va devenir le classement mondial. C'est extrêmement complexe, c'est aussi pour ça que les joueurs de tennis ne l'ont pas retenu, et qui va devenir le classement des joueurs soviétiques. En 1971, Fischer continue sa progression, terrasse littéralement tous ses adversaires, et pour montrer qu'on ne badine pas avec les jeux d'échecs, le pauvre Taïmanov, qui est battu 6 points à 0 en duel en 1971, eh bien, va goûter les joies du procès, puisque à l'issue de sa défaite, on va retrouver dans ses bagages des livres, comme par hasard, de Solzhenitsyn. Et il va devoir évidemment en répondre devant la justice soviétique. Le fameux match a lieu. Il a lieu en juillet 1972 à Reykjavik. C'est un des tournants de la guerre froide, sans doute un véritable enjeu du pouvoir entre les deux grands de la planète. Le KGB se met derrière Spassky, qui est le favori. Le favori pour 2 raisons. D'abord parce qu'il a un jeu beaucoup plus complet que Fischer, et puis surtout parce que Spassky a toujours battu Fischer dans les compétitions entre guillemets dites secondaires. Donc, on espère du côté américain pour Fischer, mais on ne se fait guère d'illusions. Fischer accepte d'aller jouer, et au moment de monter dans l'avion, on dit bah non, finalement j'y vais pas. Il a 2 doigts d'aller jouer au final, il dit j'y vais pas, j'y vais si vous me doublez ma prime. Bon, il faut appeler le département d'État, donc vous voyez, ça prend une affaire quand même quasiment nationale. Il exige une spécificité pour la taille, le poids, l'éclat des pièces. Sinon, il refuse de jouer. Il demande à ce que le public ne soit pas trop bruyant, les flashs pas trop gênants. Si la taille de l'échiquier ne lui convient pas, il refuse de jouer. Bref, Kissinger, dans le pavé qu'il écrit sur ses mémoires, en raconte de pleines pages sur la manière dont il a dû quasiment adjurer Fischer d'aller jouer. Fischer fait reporter le début du match. Il fait enlever les caméras pendant le jeu parce qu'il estime qu'elles sont trop bruyantes. Alors on va faire, les Russes vont faire des tests pour montrer qu'on n'entendait rien depuis l'échiquier. Enfin, voilà, c'est pour vous montrer un peu le personnage. On va mettre la pression sur le Russe. Pavlov, qui est le président du comité des sports, dit attention, envoie un petit mémo en disant attention, les récents succès de Fischer sont utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux pour porter atteinte au prestige de l'Union soviétique et de son école d'échecs. Voilà. Donc, les Russes prennent peur. Le New York Times fait du match Fischer-Spassky la vitrine de l'affrontement Est-Ouest. On est en pleine politique ici, et j'en ai même envie de dire en pleine géopolitique. Le match a finalement lieu. Il commence bien pour Spassky, qui profite des excès d'optimisme. C'était un peu le problème de Fischer, toujours sûr de lui. Alors, Spassky marque d'abord des points.
Il gagne même la deuxième partie, puisque Fischer, dans un coup d'éclat qui lui est propre, refuse de jouer la deuxième partie tant que les caméras n'ont pas été déplacées. Voilà. Et puis finalement, Fischer enchaîne les victoires. Il surprend Spassky et le 3 septembre 1972, 18h31, le coup de théâtre arrive. Spassky appelle l'arbitre et lui annonce qu'il ne reprendra pas la 21e partie. 21e partie. C'est la fin d'un quart de siècle de suprématie soviétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière fois qu'un Américain, la première et la dernière fois qu'un Américain va remporter une finale et met fin ainsi à l'hégémonie soviétique. Alors, du côté américain, c'est la récupération politique. Nixon envoie, je cite, un télégramme au nom de tous les Américains et de l'Occident libre. Tous les Américains de l'Occident libre. Dit à Fischer, vous êtes maintenant notre héros. La première chose que Fischer va faire, c'est descendre de l'avion, prendre un avion très discrètement, partir en vacances. On ne le reverra plus. On va le revoir, il faudra aller le traquer. Il part aux Philippines. Et puis, c'est surtout côté russe. Alors là, côté russe, c'est le drame. C'est le traumatisme. À un moment où la situation du pouvoir soviétique exige des résultats sur la scène internationale, c'est absolument catastrophique. Alors, le Parti communiste accuse les gens de mollesse, d'absence de combativité, de créativité. Comme un malheur vient jamais seul, la même année, un Hollandais va gagner le championnat du monde des dames, qui était là aussi l'apanage des Soviétiques. On va bien sûr accuser les Américains d'avoir truqué le match. C'est la fameuse, c'est extraordinaire, on va radiographier le siège pour voir si le siège ne comportait pas d'émetteurs particuliers capables de l'influencer. On va analyser, une équipe du KGB va analyser l'éclairage, la salle de jeu. Bref, vous le voyez, c'est la tension la plus extrême. Le monde russe des échecs est complètement ébranlé. En 1974, 2 ans après, on en parle encore, on a un message de Shelokov, qui est ministre de l'Intérieur, qui écrit au président de la Fédération et qui dit « Mais comment avez-vous pu perdre la couronne mondiale des échecs au profit des Américains? Si j'avais été à Reykjavik, j'aurais fait arrêter toute la délégation soviétique et j'aurais mis aux arrêts Spassky. » Bon. C'est vous dire le drame. On demande même, d'ailleurs, à un moment du match, on sent bien que ça va mal pour Spassky, on lui demande d'arrêter et il refuse. Grand prince. Spassky va jusqu'au bout, il va le payer cher. Il continue le match. Il est suspendu pendant 1 an tout tournoi à l'étranger. Il est mis au banc de la nation. Il voit son salaire diminuer de moitié. On lui empêche de quitter le pays. Il ne le fera que parce qu'il va épouser une diplomate française d'ailleurs. Et c'est parce qu'il prendra la nationalité française. Et il échappe d'un cheveu au goulag. C'est son statut de champion qui lui a permis d'éviter ça. Donc c'est dire que on ne plaisante pas ici avec les jeux d'échecs. Nouvelle ère des jeux d'échecs qui se met en place. Je vais aller rapidement. D'abord, c'est une remise en cause, une remise en question de l'école des jeux d'échecs. On va transformer les joueurs d'échecs soviétiques en des joueurs qui étaient jusque-là très classiques, en des joueurs audacieux avec une grande prise d'initiative. Le problème, il est aussi démographique. C'est que la grande guerre patriotique, comme l'ont appelé les Russes, la Seconde Guerre mondiale, a évidemment provoqué la disparition de toute une tranche d'âge et l'absence de naissance de toute une tranche d'âge, qui fait qu'il manque toute une génération qui a l'âge de Fischer. L'espoir va venir d'un personnage qu'on connaît bien, c'est Karpov. On va miser en fait sur des gens encore plus jeunes. Anatoly Karpov, né en 1951, sur lequel on va tout miser, on va reconstruire l'école soviétique parce que la reconquête est lancée pour reprendre le titre de champion du monde. Karpov doit d'abord affronter en interne Spassky. Spassky va d'abord gagner dans un premier temps parce qu'il a l'expérience. Karpov termine deuxième. Et puis, il faut préparer la revanche sur Fischer. On attend évidemment ce match qui doit être donc un nouveau tournant de la guerre froide. Fischer, lui, a disparu aux Philippines. Et en attendant de retrouver Fischer, on va voir s'affronter 2 personnages, Spassky et Korchnoi, sur lesquels je vais revenir. Korchnoi est un homme détesté par le pouvoir soviétique. D'abord parce qu'il a soutenu Fischer contre Spassky en 1972, là aussi, crime évidemment de lèse-majesté. C'est un historien.
diplômé d'histoire, et on l'accuse, ce qui est un crime en Union soviétique, de comportement individualiste. Bon. En plus, il avait un jeu qui ne correspondait pas à ce que les soviétiques voulaient donner de leur jeu. C'est un homme qui jouait en quelque sorte la défense. Il attendait que l'adversaire provoque l'attaque pour s'engouffrer dans les brèches. Bon. Finalement, Karpov va essayer de reprendre en quelque sorte le flambeau de Spassky. Karpov le bat et on va essayer de se battre contre Fischer. Fischer va poser des conditions si draconiennes pour la finale, pour la revanche, que la FIDE le refuse, si bien que Fischer déclare qu'il ne viendra pas défendre son titre. Alors, Karpov, du coup, est déclaré vainqueur en quelque sorte par défaut. Fischer dira « Je n'ai donc jamais été battu devant un échiquier ». Et chacun va jouer de sa propre carte. En tout cas, il refuse l'ultimatum et il est déchu de son titre. Karpov proclamé champion du monde. Les Russes reprennent le sceptre. Ça a duré peu de temps aux mains des Américains. Reprennent le sceptre et ne vont plus le lâcher jusqu'à la fin de la guerre froide. Fischer avait peur aussi, il était paranoïaque, il avait peur qu'on l'empoisonne, il avait peur aussi qu'on fasse abattre l'avion, qui le mènerait. Donc voilà, Fischer est allé jusqu'à enlever ses plombages de dents parce qu'il avait peur que l'un d'eux qu'on lui glisse un appareil, un mini-appareil électronique susceptible d'influencer sa pensée. Bref, rapidement, la quatrième étape et l'avant-dernière me paraît intéressante à la fin des années 70. Nouveau tournant dans l'histoire de la guerre froide. J'ai parlé tout à l'heure de Korchnoi et l'épisode américano-soviétique va laisser place à un épisode soviéto-soviétique. C'est-à-dire, je trouve que les finales des jeux d'échecs sont aussi très intéressantes, elles vont être révélatrices des tensions qui sont en train de gagner le bloc communiste. Korchnoi a compris que depuis 1974, Korchnoi sait qu'il n'est pas l'homme du pouvoir. Et donc il est un peu le rebelle, et que tout le régime n'a Dieu que pour Karpov. Il n'a plus qu'une solution, c'est passer à l'ouest. C'est la grande mode. C'est l'époque où on surveillait les joueurs de foot, même lorsqu'ils venaient au Parc des Princes, pour qu'à la mi-temps, ils évitent de partir se carapater et demander l'asile politique. C'est ce que Korchnoi fait. Il profite d'un tournoi qui a lieu à Amsterdam en juillet 1976. Pour la petite histoire, il va demander à un grand maître anglais comment dit-on asile politique en anglais. Et le dernier soir, le soir de la partie, Victor Korchnoi demande l'asile politique. Il demande à la France qui, là, courageusement le lui refuse. Un parti communiste en France qui est assez puissant et qui ne veut pas se fâcher. C'est la Suisse qui va lui offrir l'asile politique. On lui obtient la possibilité de rencontrer Karpov et ce sont deux finales qui vont avoir lieu et qui sont, à mon avis, extrêmement révélatrices de ces dissensions. Je n'ai pas le temps de le détailler, mais si vous avez vu le film de Richard Denbois avec Michel Piccoli, La Diagonale du Fou, elle s'inspire de cette fuite de Korchnoi sous les traits d'un médecin dans le film. Et c'est la même histoire. Alors Korchnoi est éliminé, comme on élimine les opposants d'une photo truquée. Il est rayé des archives, il est rayé des palmarès, son nom est effacé des dictionnaires. Alors pour parler de celui qui a remporté des titres, on l'appelle celui qui. Voilà, Korchnoi est effacé dans la plus grande tradition politique. On déniche des lettres opportunes qui dénoncent son caractère irascible. Il y a quand même des joueurs courageux. Botvinnik refuse de signer la lettre contre Korchnoi parce qu'il refuse. Bronstein refuse de signer. Ils vont avoir des soucis. Botvinnik voit les crédits de son école diminuer de moitié. Bronstein est privé de tournois à l'étranger. Donc là, comme ça, c'est clair. Et Korchnoi est boycotté dans tous les tournois. À la fin des années 70, Korchnoi ne peut plus affronter le joueur soviétique. C'est simple. Si Korchnoi est dans un tournoi, la délégation soviétique retire ses joueurs. Donc le climat est quand même, vous le voyez, extrêmement lourd. Et Korchnoi prend sa revanche. Il a 45 ans, à un âge où, normalement, dans le jeu d'échecs, on ne progresse plus. Korchnoi reprend en quelque sorte la compétition. Le fait d'être pas soutenu par le pouvoir va le déchaîner et il les bat. Il les bat tous. Jusqu'à la finale face à Spassky, Korchnoi mène 5-0. Je rappelle qu'il faut l'emporter par 6 victoires.
Curieusement, Spassky remporte les 4 suivantes. Korchnoi, au dernier moment, va remporter la partie. Donc, il y a eu une phase, vous le voyez, un peu tendue pendant le match. Évidemment, on va promouvoir tout de suite la revanche. La revanche a lieu en 78, donc. Elle a lieu aux Philippines, parce que le dictateur à l'époque, Marcos, a mis de l'argent sur la table pour organiser la compétition chez eux. La règle qui est appliquée, c'est celle de 6 victoires, je l'ai dit, pour devenir champion. Et tout ceci se fait dans un climat de tension politique extrême. D'abord, Korchnoi est un apatride. Il n'a plus de patrie russe. Donc les Russes refusent qu'il défile sous un drapeau. Lui demande à défiler sous le drapeau suisse, en disant finalement j'ai acquis la citoyenneté suisse, et les Russes lui font obstacle. Il y a l'affaire des yaourts, ça aussi c'est extraordinaire. On apporte des yaourts à Karpov pendant le match. Et Korchnoi dit les yaourts n'ont pas la même couleur, ce sont des codes qui sont envoyés par l'équipe de Karpov qui lui donne des trucs pour gagner le match. Si bien que Korchnoi obtient que les yaourts soient donnés toujours à un moment fixe, parce qu'il les accuse aussi de les donner à des moments qui étaient codés et avec la même couleur. Vous voyez jusqu'où ça va. Et puis il y a la fameuse affaire du docteur Zoukar. Alors ça fait partie des grands mystères. Zoukar, c'est pas trop bien qui c'est, de vaudou, parapsychologue, peu importe, qui se tient au premier rang et qui regarde Korchnoi dans les yeux pendant toute la partie. Et on l'accuse d'hypnotiser Korchnoi. Korchnoi va mettre des lunettes noires pour éviter d'être hypnotisé. Du coup, les Russes vont accuser les Américains de lancer ce qu'on appelle l'affaire des gourous, c'est-à-dire des supporters de Korchnoi qui seraient en fait une cellule anticommuniste, qui venaient dans les salles où se disputaient les finales pour observer Zoukar pour voir s'il était en train de l'hypnotiser. Vous voyez que le climat est quand même extrêmement lourd. 31 parties, 5 partout, le suspense est à son comble, et Korchnoi abandonne la dernière partie, victoire pour Karpov. Il abandonne par ajournement, il refuse d'ailleurs de signer la défaite, il refuse ce qu'on appelle la prime du vaincu. Et il accuse les soviétiques de tricherie. 3 ans plus tard, je serai très rapide là-dessus, en 81, de nouveau une revanche. Et lors de cette revanche, eh bien, Korchnoi là aussi voit des pressions morales, psychologiques, politiques atroces qui sont menées contre lui. Surtout que les Occidentaux ne l'aident pas parce qu'ils vont le surnommer le Solzhenitsyn des échecs. Évidemment, nommé comme ça, le pouvoir soviétique ne pouvait pas le laisser gagner. Et Korchnoi avait un fils qui s'appelait Igor, qui avait refusé de faire son service militaire et qui est condamné à 12 ans de prison la veille de la finale. Ce qui, évidemment, pour aider le père à la concentration, était évidemment tout ceci télécommandé. Certains vont même jusqu'à dire que Korchnoi, qui aurait accepté de perdre la finale de 81 pour éviter que son fils n'aille au goulag. C'est ce qu'en tout cas Tal, qui est un ancien joueur, a raconté dans ses mémoires. Je voudrais terminer par un dernier exemple, j'ai encore un peu de temps, un petit peu. L'ère Gorbatchev. Karpov est désormais le champion du monde. Bon. Il est même le seul joueur à atteindre ce qu'on appelle, il y a Bobby Fischer l'a fait évidemment, mais le seul joueur soviétique à avoir atteint la barre des 2700 points au classement Elo, ce qui le place au-dessus de tout. Et voilà qu'un autre concurrent vient lui talonner la notoriété, c'est Kasparov, Garry Kasparov. Et moi, dans ma jeunesse, j'ai été bercé par le combat Karpov-Kasparov. On a suivi à la télé tous les jours, on regardait où on en était. Je me demande même si le journal le JT du Trésor ne commençait pas avant la météo, par un état d'avancée du combat Karpov-Kasparov. Là, parce que je pense qu'il est extrêmement révélateur, là aussi, de la fin de la guerre froide et de l'arrivée, de l'imminence de Gorbatchev. Korchnoi continue à affronter Karpov et Kasparov, les Russes boycottent, puis acceptent de ne plus boycotter. Alors, il se passe beaucoup de choses. Smyslov, par exemple, arrive à se qualifier pour une finale face à Hübner. Comme on n'avait pas les départagés, on a dit écoutez, il y a un casino à côté, on va jouer ça à la boule. Bon, la boule tombe sur le zéro et finit par
faire qualifier Smyslov, Hübner, qui était foudrage d'ailleurs, avait quitté la ville. Bon, bref, on le voit, le climat, on va dire, délétère, le climat de corruption, le climat de bagouille, n'a pas quitté le monde des échecs. Ce qui est intéressant, c'est que le combat Karpov-Kasparov, c'est l'affrontement non seulement de deux Russes, vous allez dire, après tout, tant mieux pour les Russes, mais c'est l'affrontement de deux styles et de deux visions du monde communiste. Il fallait donc 6 parties pour gagner, et ce match va rester le plus célèbre comme le plus long de l'histoire. Il va durer 144 parties, plus de 6 mois, 5 périodes. Il commence en septembre 1984, il va se prolonger en 1985. Là, pour faire très simple, Kasparov commence mal, Karpov l'emporte, et puis, à l'usure, en faisant durer le match, Kasparov change de tactique, laisse Karpov commettre des erreurs, et alors qu'il était mené 5-0, qu'il ne restait plus qu'une victoire pour Karpov, Kasparov va marquer 2 fois. On est à 5-2 à la 47e partie, le 30 janvier 1985. On commence à avoir des doutes côté soviétique sur la capacité de Karpov à continuer le match. 48e partie, 5-3, toujours pour Karpov. Pour les dirigeants soviétiques, l'affaire est claire. Il faut faire arrêter le match. Quoi qu'il arrive, Karpov va craquer. Il est à la limite de l'hospitalisation. Et coup de théâtre, le président de la FIDE, Kompomanes, annonce que le match s'est interrompu, qu'on va le reprendre en septembre. On repart à 0-0 et il n'y aura plus que 24 parties pour éviter évidemment que la partie ne dure trop longtemps. Alors Kasparov crie au complot, à la corruption. Un ancien colonel du KGB dit d'ailleurs: nous avons déjà champion du monde d'échecs, pour en changer. Monsieur Kasparov est jeune, il peut bien attendre quelques années. On va tout faire pour que Karpov gagne. Les retrouvailles en septembre sont très froides, juste une poignée de main. Karpov, au terme de 23 parties, Karpov est mené 3 victoires à 4. Et en cas d'égalité, Karpov est champion. Mais Kasparov, à 22 ans, va battre Karpov 5-3. On aura rétabli entre-temps le droit de revanche. Donc Karpov l'obtiendra. Mais Kasparov va remporter tous les matchs suivants contre Karpov. Et comme l'Union soviétique se rend compte que ça prend un succès croissant dans les médias, la finale sera délocalisée. Une partie à Londres, une partie à Leningrad. Là aussi avec des affaires d'espionnage. L'adjoint de Kasparov est prié de partir parce qu'on l'accuse d'espionner pour le compte de Karpov. Bref. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est révélateur ici de la guerre froide? Parce que deux événements expliquent cette tension. La première, j'ai envie de dire, c'est sur le long terme. C'est l'idée que Karpov est un Russe de souche, qui représente le pouvoir central, qui représente le pouvoir de Moscou, décoré plusieurs fois de l'ordre de Lénine. Alors que Kasparov est d'Azerbaïdjan. Il est par sa mère d'origine juive, d'Azerbaïdjan, et il représente finalement le monde des revendications nationales, c'est-à-dire ce monde de ces peuples qui ont été longtemps opprimés et qui commencent à se faire connaître, en tout cas à faire connaître leurs revendications à la fin et au début des années 80. Bref, le champion de l'établissement, Karpov d'un côté, et de l'autre, le champion de ce qui va devenir le camp des réformateurs Gorbatchev. En fait, Gorbatchev prend le pouvoir en mars 85, on est au moment de cette finale, et le monde entier va se cristalliser autour de cette lutte entre Karpov, conservateur, et Kasparov, réformateur. Bon, finalement, Kasparov, je l'ai dit, l'emporte, et l'Occident montre finalement que cette victoire de Kasparov est une victoire morale, idéologique de Gorbatchev sur les conservateurs. Pour la petite histoire, Kasparov a effectué le coup le plus long de l'histoire. Je rappelle qu'un joueur d'échecs a 2h30 pour réaliser les 40 coups pour jouer. Kasparov va réfléchir 1h25 entre 2 coups. C'est pour l'instant un record absolu. Après Gorbatchev, eh bien évidemment, c'est la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide va évidemment faire perdre de son intérêt idéologique au jeu d'échecs. Peut-être pas tant que ça, en tout cas la FIDE, cette fédération internationale, est complètement discréditée. Elle fait montre déjà de
grand favoritisme pendant toute cette guerre froide en faveur des joueurs soviétiques. Elle va être discréditée par des affaires de corruption. Plusieurs joueurs vont créer des tournois parallèles. Kasparov lui-même crée sa propre organisation, si bien que désormais on a 2 champions du monde, chacun s'excommuniant pour dire qu'il est le meilleur joueur d'échecs du monde. En 1995, elle passe cette fédération internationale, et elle est encore aujourd'hui sous la gouverne d'un milliardaire président de la République de Kalmoukie qui s'appelle Ilham Jinov, dont le dernier fait d'armes est de s'être distingué pour avoir voulu organiser la prochaine finale du championnat du monde d'échecs à Tripoli, en Libye, en octobre 2011. Il était même venu repérer les lieux. Il a fait une partie, paraît-il, avec Kadhafi en juin, alors que les émeutes étaient déjà en cours. Ce qui est intéressant aussi, pour terminer et pour conclure, c'est la fin du monde unipolaire, c'est-à-dire que ce ne sont plus que des soviétiques qui gagnent. On voit des Indiens, le fameux Anand, mais également des Français, des Hongrois, des Chinois aussi, désormais, concurrencer l'école soviétique, même si Kasparov est resté jusqu'en 2005 sans doute le meilleur joueur du monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la dimension finalement de guerre froide est restée dans certains exemples. Je trouvais extrêmement intéressant de ces parties d'échecs. D'abord Kasparov, qui, vous le savez, s'est engagé dans une lutte politique contre Poutine, donc, qui, à travers son expérience et sa notoriété, a financé énormément de groupes politiques contre Poutine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu de l'homme contre l'homme s'est transformé. Il est devenu l'homme contre l'informatique, et notamment avec la fameuse machine Deep Blue, qui était censée normalement être battue par l'intelligence humaine. Et vous le savez, en 1997, à la surprise générale, Deeper Blue va battre le Kasparov. Alors Kasparov va accuser, on reste toujours dans cette logique un peu paranoïaque, il accuse les informaticiens d'avoir reçu de l'aide pendant le match par des grands maîtres d'échecs. Bref, peu importe. Pour terminer 2 choses, Bobby Fischer revient, entre guillemets, j'ai envie de dire fin de partie, revient sur le devant de la scène. Il fait parler de lui. D'abord, il trouve que le jeu s'étant un peu engoncé, eh bien, il va inventer ce qu'on appelle le Fischer Random, c'est-à-dire un logiciel qui place les pions de manière hasardeuse avant que la partie commence, pour qu'on en revienne à la logique pure, au combat qui fait triompher le meilleur sur le plan intellectuel. Il va malheureusement mal terminer, s'enfonçant dans des diatribes anti-américaines, antisémites. Sa mère était juive, notamment après les attentats du 11 septembre. Il va prendre fait et cause pour Al-Qaïda. Et à ce moment-là, les Américains, qui l'avaient oublié, je n'ai pas eu le temps de parler, parce qu'il avait commis une infraction en 92 en allant faire une partie d'échecs à Belgrade sous Milosevic, ce qui lui était normalement strictement interdit. Les Américains vont se dire, bah, écoutez, il a franchi la ligne rouge, on va aller le cueillir. Il est arrêté au Japon, et il refuse, il se bat pour ne pas être extradé, il sera mort en janvier 2008, et je passe sur les propos orduriers qu'il a pu tenir à la fin de sa vie. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'est devenu la FIDE? Moi je trouve que c'est intéressant. Le combat qu'aujourd'hui mène Kasparov pour pousser son ami, maintenant ami, Karpov, à la tête de la FIDE est un peu un vestige de la guerre froide. Il y a eu de nouvelles élections. En octobre 2010, la FIDE a voulu élire donc un nouveau dirigeant. Le fait que Karpov soit soutenu par Kasparov a fait que les Russes n'ont pas soutenu Karpov. Il y a eu énormément de pression, de menaces, si bien que finalement, le fameux Ilham Jinov est reparti pour un tour à la tête de la Fédération d'échecs. C'est une façon de prouver que finalement, près de 25 ans après la fin de la guerre froide, les jeux d'échecs restent encore, on le voit, un terreau, un prisme à travers lequel on peut lire les relations internationales.